Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique. Voici Z sur 7, votre podcast quotidien. Nous sommes le 18 octobre et votre podcast du jour est animé par Jean-Pascal Ledoux. Madame, monsieur, bonjour. À la une de votre podcast, le budget wallon vient d'être annoncé par le ministre-président Adrien Dolimon. De grosses réductions des dépenses en perspective, mais l'Union des classes moyennes se montre soulagée. Nous déjà, on se félicite de ne pas avoir vu de nouvelles taxes arriver. La loi Nice 2, qui vise à lutter contre la cybercriminalité, entre en vigueur. Le Centre pour la cybersécurité belge déchiffre la nouvelle mesure. Qui est concerné? Que contient cette loi? Réponse dans cet épisode. L'objectif de la loi Nice est d'accroître la résilience des pays de l'Union européenne face aux cybermenaces et de réduire le nombre d'incidents importants. Dans la suite, le groupe Cassis Paprika, actif dans le prêt-à-porter, est officiellement en faillite. Et la BCE baisse une nouvelle fois ses taux, tandis qu'Itinera nous explique les ressorts de l'innovation descendante et ascendante. Z sur 7, c'est parti. Z sur 7 à la une. Le ministre-président wallon Adrien Dolimon a présenté le budget 2025 de la région lors d'une commission parlementaire. Il annonce des économies de 268 millions d'euros. Les fédérations patronales accueillent positivement cette orientation, mais souhaitent obtenir davantage de précisions sur les mesures concrètes à mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Caroline Klepper est secrétaire générale de l'Union des classes moyennes. Nous déjà, on se félicite de ne pas avoir vu de nouvelles taxes arriver. Ça, c'est déjà un premier point. Après, il y a un vrai travail sur les dépenses, la rationalisation des dépenses qui va être entamée, qui va être faite. Après, il faut bien se rendre compte que travailler sur un volet dépenses et de la rationalisation des synergies, fusions et autres, on peut imaginer plein de choses, ça prend du temps. Jean-Christophe Dehalu, directeur du service d'études d'Actes, se montre prudent. Il y a des réductions de dépenses. Le gouvernement annonce pour 2025 268 millions d'économies sur les budgets de fonctionnement. Mais on reste avec un déficit global de 2,9 milliards. Donc c'est un déficit encore très élevé, ce qui signifie que le chemin vers le retour de l'équilibre budgétaire est encore très long. Le gouvernement wallon prévoit une diminution de 15 millions d'euros des aides économiques, mais sans préciser encore lesquelles seront affectées. Z sur 7 à la une. C'est officiel, Cassis Paprika déclare faillite ce jeudi. Parmi les 60 magasins, 23 vont fermer définitivement et 118 employés ont déjà été licenciés. Futura Capital Fund a acquis le groupe Cassis Paprika mais n'a pas pris en charge ses dettes financières. En effet, lorsque l'entreprise n'a pas les actifs nécessaires pour couvrir les frais liés à la faillite, c'est le fonds de fermeture qui entre en jeu. Écoutez Vincent Chiavetta, avocat spécialisé en droit du travail. Le fonds de fermeture des entreprises est une institution publique qui intervient lorsque, dans le cadre d'une fermeture d'entreprise, souvent une faillite, les travailleurs ne pourront pas obtenir leurs indemnités de rupture ou les arriérés de rémunération. Et ce fonds a le mérite d'exister et d'intervenir pour payer une partie des sommes des rémunérations qui reviennent aux travailleurs après la faillite. Le montant versé par le fonds à chaque employé est limité à 30 500 €, sans tenir compte de l'ancienneté. Les indemnités peuvent aller jusqu'à 6 mois. De plus, si des allocations de chômage sont perçues durant cette période, elles devront être remboursées. Le travailleur qui est licencié dans le cadre de la faillite va recevoir en effet son C4 et il aura accès aux allocations de chômage immédiatement s'il n'a pas le paiement de son indemnité. Mais la loi dit qu'on ne cumule pas une indemnité de rupture et des indemnités de chômage. Donc s'il touche une indemnité de rupture du fonds de fermeture, il devra évidemment vérifier si ça ne fait pas double emploi avec le chômage qu'il a reçu. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Chaque jour, un expert analyse les marchés financiers internationaux. Avec Z sur 7, vous êtes toujours au courant de l'évolution des marchés. Aujourd'hui, retrouvez Olivier Gaillardin, expert chez BNP Paribas Fortis.
En ce moment, l'actualité est bien sûr dominée par la décision de la Banque centrale européenne de réduire à nouveau ses taux, une mesure qui était anticipée. La Banque centrale, par le biais de Christine Lagarde, a annoncé une baisse des taux de 25 points de base pour amener les taux directeurs à 3,25%, alors qu'ils étaient à 4% il y a encore quelques mois. Tout ça est à remettre dans un contexte, évidemment, d'assouplissement monétaire qui a commencé en juin. On a eu une seconde baisse de taux au mois de septembre et une troisième aujourd'hui. Alors, c'était déjà bien intégré par le marché, c'était attendu. Malgré tout, le marché action a réagi plutôt positivement. Mais donc tout ça était déjà bien intégré. Par contre, c'est vrai que si on se remémore un petit peu la réunion de la BCE du mois de septembre, eh bien là, le marché s'attendait plutôt à une troisième baisse de taux en décembre et non pas spécialement en octobre. Cependant, en se remémorant la précédente réunion de la BCE en septembre, le marché s'attendait plutôt à une troisième baisse des taux, envisagée pour décembre plutôt que pour la période actuelle. La BCE a donc été contrainte de reconsidérer sa planification, un choix qui s'explique en 2 points. Alors, je dirais qu'il y a différents éléments. Les deux principaux, c'est vraiment d'une part l'inflation. C'est vrai qu'on a eu des publications d'inflation assez récemment, mais qui étaient nettement en dessous des attentes. C'est le cas notamment de l'inflation en Europe au mois de septembre, qui a atteint les 1,7%, qui a été revue d'ailleurs à la baisse aujourd'hui, donc nettement en dessous des attentes. Et d'ailleurs, dans sa communication, Christine Lagarde a mentionné que la trajectoire de l'inflation poursuivait bien sa baisse. Donc ça, c'est plutôt positif. Le deuxième élément, et c'est là où le bas blesse, c'est au niveau de la détérioration de la situation économique en Europe. On a eu récemment des données économiques pour l'Allemagne, pour la France, qui étaient franchement bien plus mauvaises qu'attendues, avec 2 pays qui ont une croissance économique assez atone. Et donc, comme on connaît leur importance pour l'Europe, eh bien, ça complique un petit peu les choses. Et d'ailleurs, également dans cette communication de Christine Lagarde, on voit que le focus est maintenant mis beaucoup plus sur la croissance économique et un petit peu moins l'inflation. Même si le scénario principal de Christine Lagarde, c'est toujours un soft landing, on sent que la croissance économique a de plus en plus d'importance parce qu'on voit que ça ralentit quand même malgré tout. Il est souhaitable que la BCE poursuive un assouplissement monétaire soutenu. Cependant, des incertitudes persistent, notamment en raison de l'économie américaine et des décisions de la Fed, ainsi que des risques géopolitiques qui pourraient affecter la situation européenne. L'économie en mouvement. Le think tank Itinéra dévoile les tendances du moment sur le marché du travail et en économie. Il est maintenant l'heure de retrouver Carole Volkart du think tank Itinéra. La Belgique investit plus de 3,5% de son PIB dans la recherche et le développement, mais le rendement social de ces investissements reste faible. Malgré ces efforts, le pays ne figure pas dans le top 20 de l'indice mondial de l'innovation, à la différence de ses voisins. Pour améliorer la productivité, il est crucial d'équilibrer l'innovation descendante, aussi appelée top-down, et l'innovation ascendante, appelée bottom-up. Première question. Qu'est-ce que l'innovation descendante et ascendante ? La recherche, le développement et l'innovation doivent-ils provenir de la base, dans une organisation ou un pays, ou sont-ils mieux dirigés d'en haut ? Pour simplifier, Apple est l'exemple typique d'une entreprise descendante, top-down, tandis qu'Alphabet, Google, laisse plus ou laissait plus de place aux initiatives ascendantes, bottom-up. Les régions et les pays peuvent également diriger la recherche et le développement de manière planifiée, en mettant en place des programmes thématiques descendants, ou au contraire, donner de l'espace à la recherche ascendante motivée par la curiosité. Dans ce dernier cas, nous supposons que les propositions de recherche individuelles sont strictement évaluées par des experts indépendants. Dans les programmes dirigés politiquement, l'évaluation est souvent bien plus difficile. Deuxième question. Quelle est la situation en Belgique ? La part de l'État dans les investissements en recherche, développement et investissement est inférieure à 1%. Par ailleurs, une part de plus en plus importante de ces fonds est allouée à des programmes descendants. En Flandre, par exemple, la part de la recherche et du développement ascendant diminue au profit des initiatives dirigées par le gouvernement. Dans les récents plans de relance régionaux et fédéraux, la grande majorité des fonds est même consacrée à des missions spécifiques à certains domaines. Il ne fait aucun doute que notre pays a besoin d'une politique industrielle et d'innovation solide. Mais le risque est que la part descendante se réduise souvent à des engouements ponctuels ou des projets privilégiés, en négligeant la cohérence stratégique entre les domaines et l'écosystème entourant un programme spécifique. Par conséquent, le levier du rendement social reste sous-exploité. Troisième question. Pourquoi l'innovation est-elle importante ? Notre pays fera face dans les années à venir à de gros déficits budgétaires.
Chaque année, le gouvernement s'enfonce de plus de 30 milliards dans le rouge. Mais ceux qui pensent que nous pouvons sortir de cette situation simplement en réduisant les dépenses, bien que cela soit nécessaire, font preuve de myopie. Pour renforcer la prospérité et la résilience de notre société, nous devons augmenter la productivité. Pour cela, 2 interventions politiques interconnectées sont nécessaires à court terme. Davantage d'investissements dans des infrastructures numériques et durables, ainsi que dans les talents qui rendent l'innovation possible, et un rendement social plus élevé de ces investissements dans la recherche et le développement. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Le Centre pour la cybersécurité Belgique, notre partenaire, vous dit tout sur la loi NIS 2. Celle-ci s'applique à bon nombre d'entreprises, alors restez bien à l'écoute, vous êtes peut-être concernés. Mais avant tout, qu'est-ce que NIS 2 ? Les attaques par ransomware, qui entraînent le vol d'informations et le verrouillage des systèmes, sont quotidiennes. La victime est souvent choisie par les cybercriminels en raison d'une sécurité insuffisante, comme une vulnérabilité visible ou l'absence de vérification à 2 étapes. C'est pourquoi une nouvelle législation sur la sécurité des réseaux et des systèmes d'information, également connue sous le nom de NIS 2, a été adoptée au niveau national et européen. À partir du 18 octobre 2024, environ 2500 entreprises et organisations de notre pays devront s'enregistrer et prendre les mesures de sécurité nécessaires. L'objectif de la loi NIS est d'accroître la résilience des pays de l'Union européenne face aux cybermenaces et de réduire le nombre d'incidents importants. Et dites-nous, qui est concerné ? La nouvelle loi sur la sécurité des réseaux et systèmes d'information, NIS 2, établit une distinction entre les entités importantes et les entités essentielles. Une organisation relève de la loi en fonction du secteur d'activité et également de sa taille. La nouvelle loi sur la sécurité des réseaux et systèmes d'information fait passer le nombre de secteurs de 7 à 18 et les organisations comptant au moins 50 employés ou réalisant un chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel de plus de 10 millions d'euros entrent dans le champ d'application de la loi. Comment les entreprises peuvent-elles se préparer ? La première étape est l'enregistrement sur le portail atwork.safeonweb.be par un représentant légal de l'organisation concernée. En tant qu'entité NIS 2, vous devez vous inscrire au plus tard pour le 18 mars 2025 et fournir les informations nécessaires telles que la personne de contact, l'activité ou la taille de l'organisation. Chaque entité NIS 2 doit également notifier les incidents significatifs au CCB dans les 24 heures via un early warning. Les informations complémentaires doivent être fournies dans les 72 heures et un rapport final doit être établi dans les 30 jours. Sur base de l'évaluation des risques standards proposés par le CCB, l'organisation peut déterminer son niveau approprié de Cyber Fundamental. Le Cyber Fundamentals est un référentiel à 4 niveaux, avec des mesures de sécurité supplémentaires progressives. Pour ce faire, les normes internationales les plus importantes en matière de cybersécurité ont été rassemblées et simplifiées sur la base de l'expérience acquise à la suite de milieux d'incidents. Et qu'est-ce qui est important pour la mise en œuvre ? Les entités essentielles doivent faire l'objet d'une évaluation de la conformité régulière et obligatoire. Cette évaluation peut être effectuée entre autres sur base du référentiel Cyber Fundamentals. Cette certification ou vérification donne aux administrateurs des entités concernées une méthode importante pour démontrer leur prise de responsabilité dans le domaine de la cybersécurité. Les TICs sont également souvent externalisés, mais la responsabilité juridique reste du ressort de l'utilisateur du système. En vertu de la nouvelle loi, ce dernier doit exiger des garanties et des certifications suffisantes de la part de ses fournisseurs. L'utilisation du référentiel Cyber Fundamentals du CCB peut généralement fournir une solution pour cette responsabilité de la chaîne d'approvisionnement. Veuillez donc à intégrer la liste des principaux fournisseurs TIC et leur niveau de cybersécurité dans votre propre évaluation de la conformité. Après tout, chaque organisation NIS doit fournir une formation à la cybersécurité à ses dirigeants et aussi à son personnel. Chers auditeurs, ceci referme votre podcast du jour. À demain pour un nouvel épisode. Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Centre pour la cybersécurité Belgique.